Donc bonjour, merci d'être présent avec nous ce matin en cette période très particulière. Citeo et Adelph ont souhaité profiter du confinement pour partager ou pour repartager les résultats de cette étude consacrée aux emballages dans l'univers du luxe. Donc je suis Catherine Baruc, je suis responsable du pôle études et prospectives de la direction client et marketing de Citeo. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Thelma, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, donc Thelma Roy, donc je suis responsable grand compte en charge de la relation client avec les entreprises de la secteur de la boisson et de la restauration rapide. Alors cette présentation va durer environ 45 minutes, à la suite de laquelle je vous propose que Thelma et moi répondions à vos questions. Alors, nous allons passer à cette enquête qui fait suite à une enquête dans la grande consommation qui a été menée dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité en 2018. Très grosse enquête sur le même sujet, à savoir la perception environnementale des emballages par le consommateur. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était important d'investiguer l'univers du luxe, notamment parce qu'il y avait un certain nombre d'idées reçues comme par exemple celle comme quoi l'environnement et le luxe ne font pas toujours bon ménage. Donc nous avons voulu savoir au travers de cette enquête qui est inédite parce que nous n'avons pas trouvé de travaux sur ce sujet. Donc nous avons voulu savoir quels étaient les codes du luxe, quelle était l'importance de la taille, du volume, du poids, de la couleur des emballages dans cet univers-là, et est-ce qu'il y avait des attentes des consommateurs en matière d'environnement, de prise en compte de l'environnement, et quelles étaient ces attentes-là. Alors en termes de méthodologie, une méthodologie très classique avec une phase qualitative qui est indispensable dans la mesure où nous défrichons vraiment ce sujet. Cette phase qualitative, en fait, a servi à répondre un peu aux questions que je viens d'énoncer et à préparer le cœur de l'enquête qui est la phase quantitative où nous avons mené 500 entretiens auprès des consommateurs. Alors, ces entretiens ont été menés pour 6 catégories de produits, donc 3 dans l'hygiène de beauté, crème de soins, parfum et maquillage, 2 dans le domaine des alcools avec vin et champagne et spiritueux, et enfin dans le chocolat. Alors, nous avons veillé à avoir une répartition Paris-Province au niveau des entretiens, 1 tiers Paris, 2 tiers province. Et contrairement aux enquêtes qui étaient menées en hypermarché et supermarché où il était compliqué d'aller interroger les consommateurs dans les boutiques, par exemple les boutiques de luxe. Donc en fait, nous avons procédé de la manière suivante. Lorsque les consommateurs, les acheteurs sortaient de leur lieu d'achat, eh bien, un enquêteur venait les trouver et les invitait à venir discuter dans un lieu qui était tout à fait proche de leur expérience d'achat sur le sujet. Alors, nous avons interrogé les consommateurs dans les différents circuits de distribution qui ont notamment été identifiés lors de la phase qualitative. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats globaux de cette enquête. Bien évidemment, on ne pourra pas passer en revue le détail complet, catégorie par catégorie, de ces résultats-là. Cependant, à chaque fois qu'il y a des catégories qui se détachent en termes de résultats, ça sera indiqué dans la présentation. Et puis, sur la partie éco-conception, par contre, on va accorder un petit peu plus de temps à chacune de ces catégories. Alors, en termes méthodologiques aussi, une petite précision. Nous avons privilégié, dans le cadre de cette étude, les questions ouvertes pour vraiment bien cerner les attentes des consommateurs. Et donc, vous verrez qu'il y a pas mal de questions avec des réponses qui sont spontanées. C'est aussi ce qui fait la richesse et la force de cette étude. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer aux résultats. Avec tout d'abord la définition du luxe, parce qu'il s'agissait de contextualiser l'étude. Chez Citeo et Adelph, nous nous sommes demandé si les acheteurs de produits de luxe avaient une définition différente. Finalement, qu'est-ce que le luxe pour un consommateur? Est-ce que ça peut être le fait d'acheter une marque un petit peu chère, mais en hypermarché, supermarché, ou vraiment est-ce que on demande aux produits de luxe
des qualités qui sont vraiment particulières. Et donc, nous avons posé la question directement aux acheteurs, qu'est-ce qu'un produit de luxe? Donc ici, vous voyez que les réponses sont spontanées, donc vraiment, ce sont des citations sans qu'aucune n'ait été guidée. Et donc, le luxe, finalement, pour les consommateurs, c'est un triptyque, hein, c'est le produit de grande qualité, c'est aussi le prix, et puis c'est la marque. Donc, vous voyez que le goût, l'odeur, qui peuvent être particuliers à certaines catégories, arrivent vraiment bien après. Donc, on est sur ce triptyque qualité, prix et marque, sachant que la marque, c'est aussi pour le consommateur hein, un gage de qualité. On a des petites différences suivant les catégories de produits. Donc, vous voyez que la qualité est plus importante pour les chocolats et moins importante côté parfum. Pour le prix, eh bien c'est un critère qui est particulièrement important pour les parfums justement. Vous voyez que la qualité arrive de manière plus secondaire. Pour les crèmes de soins aussi, et puis pour les vins et les champagnes. Et enfin, la marque se distingue particulièrement chez les acheteurs de maquillage, de parfums et de crèmes de soins. Alors, le produit de luxe. Ce qui est important de savoir, c'est lorsqu'on parle produit luxe, est-ce qu'on fait appel dans son imaginaire à l'emballage, au produit lui-même, aux deux en même temps? Parce que dans le cadre des études que nous avons menées précédemment, nous avons vu souvent que les perceptions étaient très liées à un couple produit-emballage. Donc c'est pour ça que nous avons posé cette question-là. Et nous avons des consommateurs qui établissent la définition du luxe en faisant référence en grande majorité donc aux produits. Donc vous voyez, plus particulièrement côté spiritueux et chocolat, mais aussi quand même au couple produit-emballage à hauteur de 4 consommateurs sur 10. Donc très 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 rarement à l'emballage tout seul. Alors le luxe, c'est aussi faire une expérience d'achat. Et donc nous avons demandé aux acheteurs de produits de luxe de se prononcer sur cette expérience d'achat. Alors l'expérience d'achat, on entend par l'expérience, le fait d'arriver dans le magasin, d'acheter le produit jusqu'à en sortir. Et donc, nous avons demandé de donner une note de 1 à 10 par rapport à cette expérience-là. Donc, vous voyez ici, on a les notes qui s'affichent suivant les différents circuits qui ont été identifiés précédemment lors de la phase qualitative et dans lesquels les consommateurs ont été interrogés. Et vous voyez que les notes sont très très bonnes parce que je pense que on a tous en tête des réservations d'hôtels ou de restaurants et chacun regarde en général des enseignes pour lesquelles on a des notes supérieures à 8 sur 10. Et bien ici c'est pareil. Vous voyez que les notes sont extrêmement bonnes, notamment dans les boutiques spécialisées dans le chocolat où on vit une expérience qui est un petit peu unique. De même que dans les boutiques dédiées à des marques de luxe, des chocolateries indépendantes, des cavistes, ou dans les grands magasins pour la catégorie des beautés, avec les chaînes de parfumerie qui sont très 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 légèrement en retrait, mais on est vraiment déjà très proche d'une note de 8 sur 10, sachant que le standard de la grande distribution, qui est un standard qui est établi par notre partenaire, qui mène régulièrement des enquêtes en hypermarché, supermarché, et bien, vous voyez qu'il est de 7,62, ce qui en soi n'est pas une mauvaise note, mais ce que l'on peut voir, c'est que la plupart des circuits vraiment qui sont attribués à l'achat de produits de luxe sont nettement au-dessus. Donc, vraiment, nous avons une expérience un peu unique où on est pris en charge dans le cadre de cet achat. C'est un peu particulier. Ici, vous avez un verbatim qui s'affiche et qui est un petit peu qui va refléter en fait l'esprit des acheteurs. Vous voyez, le luxe, c'est pour payer très cher, avoir le même service qu'en grande surface. Donc, il faut qu'on me propose quelque chose de différent. Je ne suis pas sûre que les produits de max et les produits de luxe sont si différents, mais c'est surtout l'expérience. Donc, vous voyez, on parle vraiment de l'expérience d'achat. Et ce que vous pouvez voir également sur ce graphique, c'est que Internet eh bien, est en retrait. Alors, Internet, pour les achats de produits de luxe, on est souvent, il faut le préciser, sur des achats de renouvellement, à l'exception de la partie crème de soins, où parfois on tente des expériences. Et vous voyez, une note en retrait. Et alors, les hyper supermarchés, donc je précise qu'on n'a pas mené l'enquête
pour cette étude-là dans les hypermarchés, supermarchés, mais on a quand même demandé aux consommateurs quelle était leur expérience lorsqu'ils achetaient, par exemple, eh bien, des vins à champagne. Donc, vous voyez que là, on a une note très basse vis-à-vis de l'expérience client. Alors, on va voir pourquoi on a cette note qui sont assez basses sur Internet et dans les hypermarchés, supermarchés, et pourquoi justement on a des notes très élevées dans les circuits vraiment spécifiques aux achats de produits de luxe. Donc, on a demandé justement aux consommateurs quels étaient les éléments qui étaient importants pour lui lorsqu'il achetait un produit de luxe. Et vous voyez qu'on est encore sur notre triptyque de tout à l'heure, avec la qualité du produit, la composition du produit, sachant que composition et qualité sont souvent étroitement liées. On retrouve le prix et on retrouve la marque. Et puis, vous voyez que sur ce graphique, eh bien, il y a du blanc. C'était pour mettre en avant en fait un troisième critère qui est important lorsqu'on achète un produit de luxe, c'est le vendeur, avec l'écoute du vendeur et les conseils du vendeur qui sont des critères qui sont vraiment importants pour le consommateur et qui expliquent aussi pourquoi on avait des notes très élevées dans des boutiques et aussi peu élevées côté Internet et hypermarché, supermarché. On attend, lorsqu'on achète un produit de luxe, un conseil, on attend d'être pris en charge par le vendeur. Et pour Citeo et Adelphes, c'est une information qui est très intéressante parce que n'oublions pas le sujet principal de cette étude, qui est le sujet d'éco-conception des emballages. Le vendeur, qui est important pour l'acheteur, peut être aussi un acteur en termes de communication pour expliquer des choix qui ont été faits en termes d'éco-conception ou des ruptures en termes d'emballage. Donc, c'est un acteur important et on voit toute l'importance qu'il joue aussi lors de cet achat. Autre élément intéressant sur ce graphique-là, c'est voilà les circuits dans lesquels le rôle du vendeur est le plus, les produits pour lesquels le rôle du vendeur est le plus important. Donc, on voit que c'est particulièrement important dans les vins et champagnes et pour les acheteurs de crème de soins, que ce soit en termes d'écoute ou en termes de conseil. Pour finir sur les enseignements, qui sont tous très intéressants, mais un enseignement en particulier qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est la place de l'emballage lorsqu'on achète un produit de luxe. Et vous voyez qu'il y a 2/3 des consommateurs pour lesquels l'emballage est important. Et là, c'est un résultat qui est vraiment différent de la grande consommation, où on avait moins d'un consommateur sur 10 pour lesquels l'emballage jouait un rôle vraiment important. Tout d'abord, il privilégiait le produit. Donc, élément très important et très lié à l'achat d'un produit de luxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de creuser un peu justement les caractéristiques que l'on va demander à l'emballage. Et du coup, je vous propose de passer à la partie suivante sur les caractéristiques de l'emballage d'un produit de luxe. Donc déjà, pour 8 consommateurs sur 10, l'emballage de luxe doit nécessairement être différent. On a quand même posé la question de savoir si ça devait être le même que pour un produit de grande consommation. Et donc non, pour la grande majorité, il doit être différent parce qu'il doit refléter un côté luxe du produit. Il doit refléter l'image de la marque. Alors, dans le cadre de la phase qualitative, on a vu aussi les consommateurs s'exprimer sur le fait de sortir avec un emballage et la marque dessus qui apporte une certaine fierté et qui vient parfaire l'achat. Et donc, cet emballage doit aussi refléter la qualité du produit. Donc, un emballage différent. Et nous avons creusé, bien évidemment, cette question-là. Alors, tout d'abord, avec une question qui est assez fondamentale aussi, de la couleur qui est associée spontanément à un emballage de luxe. Donc là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont rapides au niveau du chat pour répondre. Voilà. Alors effectivement, on a des réponses. Oui, vous êtes tout à fait dans le vrai. Eh bien, en premier, c'est la couleur dorée qui va ressortir et qui est spontanément associée à l'emballage de luxe, suivi du noir, suivi de la couleur argent et enfin du blanc.
Alors, pour ceux qui sont allés au salon Luxepack l'année dernière, je pense que ils ont vu que tous les stands en fait étaient en couleur dorée et noire. Donc, on est vraiment sur les codes du luxe, avec des nuances, hein, cependant, suivant les catégories de produits. Donc, le maquillage, vous voyez que on a le noir qui est plus important que le doré. Pour les chocolats, on a un peu moins de couleur argentée. Et enfin, on trouve du blanc davantage pour les crèmes de soins. Donc ça, c'est pour la couleur. Alors évidemment, le doré, les grands aplats dorés, avec éventuellement des effets métalliques, peuvent aussi poser problème en éco-conception, de même que les grands aplats noirs. Donc là, on verra aussi comment est-ce qu'on peut, voilà, on peut faire en sorte que ces emballages-là répondent à des emballages sous l'angle de l'éco-conception. Alors, ce qui est important aussi de dire pour le doré et l'or, et on l'a vu dans le cadre de la phase qualitative, c'est qu'on a des consommateurs qui veulent du doré, mais surtout pas du clinquant. Dans le domaine du luxe, ils nous ont clairement dit, le jaune poussin doré, eh bien, c'est pas tout à fait dans les codes du luxe. Donc, attention à cette couleur dorée que plébiscitent les consommateurs. Alors, pour aller plus loin, eh bien, nous avons demandé aux consommateurs quels étaient les différents critères qui étaient importants au niveau de l'emballage. Et là, attention, parce que le graphique est très complet, mais je vais le commenter. Voilà, donc on a demandé ce qu'était un emballage de luxe. Je précise qu'on avait demandé qu'on avait posé la même question spontanée. Là, vous allez voir les réponses en assisté qui sont conformes aux réponses en spontané. Et tout d'abord, eh bien, on se retrouve avec un côté esthétique, l'emballage raffiné, l'emballage joli, l'emballage avec le nom de la marque dessus. Donc voilà, on est toujours sur un peu notre triptyque qui est lié à un côté esthétique. Ça doit vraiment refléter la marque, ça doit refléter la qualité du produit. Mais chez Citeo, nous intéressons également à un autre résultat qui était plutôt positif. C'est celui de la préoccupation environnementale. Donc, vous voyez qu'il y a 3 consommateurs sur 10 qui estiment que c'est un critère qui est important pour un emballage de produits de luxe. Autre critère aussi qui est intéressant pour nous, c'est l'emballage fait à partir des matières recyclées, important pour un consommateur sur 5. Et puis, le fait d'avoir peu d'emballage. Donc là, vous voyez, on commence à aller un peu à l'encontre des idées reçues, sachant que ces caractéristiques qui sont favorables en termes d'éco-conception, eh bien, on a le pendant qui est surtout d'avoir des matériaux épais, des emballages lourds, des emballages volumineux ou le fait d'avoir plusieurs emballages qui vont, eux, un peu à l'encontre des critères d'éco-conception. Vous voyez, ils sont plutôt dans le bas de ce graphique. Donc, on voit quand même apparaître une sensibilité environnementale. Alors, bien sûr, avec des nuances dans les catégories, sachant que la sensibilité environnementale est plus élevée dans la catégorie des vins et des champagnes et qu'on a des acheteurs de maquillage qui sont un petit peu moins sensibles. Donc, l'emballage de luxe, c'est bien un emballage qui est esthétique, qui permet d'identifier la marque, mais c'est aussi un emballage qui respecte l'environnement. Alors, nous avons creusé un tout petit peu plus aussi ces critères, notamment parce qu'il y a souvent dans le domaine du luxe 2 moments. Il y a le moment où j'achète un emballage, un produit pour offrir et j'achète aussi un emballage, un produit pour moi-même. Et donc, à ces 2 moments, on a demandé quels étaient les critères qui étaient demandés, quels étaient les éléments fondamentaux. Alors déjà, lorsqu'il s'agit d'offrir, on est bien sur de l'esthétique. On veut un emballage qui soit joli, un emballage qui soit raffiné, qui soit original. Par contre, pour soi-même, on voit que la préoccupation environnementale émerge. Donc, on a des caractéristiques environnementales qui sont demandées davantage pour soi-même que pour offrir. Et puis, on a aussi posé la question des critères qui n'étaient pas importants du tout, que ce soit pour offrir. Donc, vous voyez, là, on retrouve notre question de lourdeur d'emballage, notre critère d'avoir un emballage lourd, d'avoir plusieurs emballages, d'avoir un emballage avec du volume. Ce sont des critères qui sont vraiment moins importants. Donc, ça vient aussi en cohérence avec le résultat précédent. Lorsqu'il s'agit de ces critères-là, ils sont moins importants, que ce soit pour offrir ou que ce soit pour soi-même. Donc, vous voyez aussi que l'emballage avec le ruban est également moins plébiscité dès lors qu'on achète un produit pour soi-même.
Alors, ce que l'on voit aussi, c'est que, à titre d'illustration, on a vu dans les catégories des champagnes, et notamment aussi dans la grande consommation, mais on va voir que c'est également le cas ici dans cet univers du luxe, et bien que, par exemple, l'étui était plus important lorsqu'on voulait offrir une bouteille que pour soi-même. Donc ça peut être aussi une illustration de ces résultats. Donc une préoccupation environnementale plus importante lorsque on procède à un achat pour soi-même. Alors, vous avez vu qu'il y avait une sensibilité environnementale du consommateur. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir quelle est finalement l'intensité de cette sensibilité environnementale et quelle est la place de l'environnement que vont accorder les consommateurs lors de l'achat de produits de luxe. Et donc là, nous avons voulu tester l'idée reçue que j'évoquais au tout début de cette présentation, c'est que lorsque j'achète un produit de luxe, je n'ai pas envie d'entendre parler d'environnement. Et donc, on a demandé aux consommateurs s'ils étaient d'accord ou pas avec cette phrase. Et donc là, nous avons une plutôt bonne nouvelle puisqu'on a 8 consommateurs sur 10 qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette phrase. Alors ça ne veut pas dire qu'ils veulent entendre parler d'environnement, cela veut dire que dans tous les cas, ils ne sont pas réfractaires. Et ce qui est toujours intéressant lorsqu'on analyse les résultats des études, c'est de regarder les extrêmes. Et ici, vous voyez que le non pas du tout, donc des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec cette affirmation, ils sont 6 sur 10. Et ça, c'est vraiment un résultat qui est intéressant, qu'il est intéressant de noter. Donc, on voit quand même que, tout est permis au niveau de l'environnement. Avec une sensibilité environnementale bien plus élevée chez les millennials que chez les seniors. Vous voyez, il y a une quasi-majorité d'acheteurs qui n'est pas d'accord avec cette affirmation. C'est un peu plus nuancé chez les seniors. Alors, ceci expliquant cela, dans le domaine des spiritueux, où on a des acheteurs qui sont parfois un peu plus seniors, vous voyez que la sensibilité environnementale est un petit peu moins importante. Alors, cette sensibilité environnementale, on l'a aussi testée au niveau des emballages et on leur a demandé si, à l'avenir, ils pourraient se détourner d'une marque de luxe qui se rendait compte que l'emballage du produit n'était pas respectueux de l'environnement. Et là, vous voyez qu'on a un résultat également très largement positif avec un consommateur sur deux qui va dire oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont se détourner tout de suite de la marque parce que l'emballage n'est pas respectueux de l'environnement. Il faut prendre cela comme un signal dans un futur plus ou moins proche. Si toutes les marques mettent sur le marché des emballages éco-conçus, s'il y en a un qui ne l'est pas, là à ce moment-là, on pourrait avoir quand même un consommateur qui pourrait venir sanctionner la marque au niveau de son achat. Avec toujours cette sensibilité de la part des millennials, ils sont très largement majoritaires à vous dire que oui, ils pourraient se détourner de la marque si son emballage ne respectait pas l'environnement et que cet emballage-là devienne finalement un critère d'arbitrage. Donc vous voyez que la sensibilité est plus importante au niveau de la catégorie des crèmes de soins. Et là, nous retrouvons aussi nos acheteurs de spiritueux qui sont un petit peu moins d'accord avec cette affirmation, ainsi que les acheteurs de maquillage. Alors toujours pour creuser cette question, nous avons demandé aux consommateurs qui devait agir finalement pour réduire le niveau des emballages dans les produits de luxe. Qui a cette responsabilité? Et donc on a demandé si c'était aux fabricants de produits, si chacun devait faire sa part, si c'était aux consommateurs d'agir ou si c'est au gouvernement d'agir. Et là, la réponse est assez nette. Voyez que pour les consommateurs, c'est plutôt aux fabricants de produits de luxe d'agir. Donc, ils attendent de la part des entreprises qu'elles agissent dans le domaine environnemental. Donc, vous voyez, il y a un petit peu moins d'importance pour chacun doit faire sa part. Quant aux consommateurs à agir, là, on a des acheteurs qui sont plus frileux. De même que concernant le gouvernement. Donc, on est vraiment sur des attentes vis-à-vis des entreprises du luxe, avec des attentes peut-être un petit peu moins marquées côté acheteur de chocolat, mais vous voyez que les côtés spiritueux toujours, ils sont moins d'accord lorsque l'on leur demande de faire lorsqu'on leur dit que chacun doit faire sa part, et lorsque c'est à eux d'agir.
Donc vraiment, on a des attentes de la part des consommateurs, c'est aux acteurs du luxe de prendre des initiatives, donc c'est à vous, entreprise. Et là, j'ai tenu à vous faire à figurer ce verbatim qui est issu d'une personne de moins de 35 ans, qui est un petit peu représentative. Vous voyez, l'écologie, c'est vraiment important et on l'a tous en tête tout le temps. Mais quand on a envie d'acheter quelque chose, on n'a pas envie d'y penser. C'est une charge mentale et pour supprimer cette charge mentale, il faudrait que ce soit aux fabricants d'y penser. Donc, vous voyez, on a des consommateurs qui pensent, qui comptent vraiment sur vous, entreprise, pour agir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sensibilité environnementale. Au contraire, ils en ont une, mais ils comptent sur vous pour faire d'eux finalement des consommateurs et pour qu'ils n'aient pas à penser à l'environnement lorsqu'ils achètent un produit de luxe. Alors, par rapport à ces attentes, eh bien, on a toujours voulu creuser encore un peu plus loin et donc on a demandé aux consommateurs quelles étaient leurs attentes, déjà s'ils en avaient, en matière tout d'abord d'information. Donc vous voyez, on leur a demandé s'il y avait des informations liées à l'environnement qu'ils aimeraient avoir et là, je tiens à souligner que ce sont des réponses en spontané, hein, donc on n'a pas du tout proposé des items aux consommateurs et spontanément, il va demander des informations sur la recyclabilité. Alors la recyclabilité emballage ou matériaux, puisque la question est posée de manière générale. Il va aussi avoir des attentes d'informations sur les matériaux et au niveau de la composition du produit. Alors il y a des petites différences suivant les catégories étudiées. Dans les parfums, vous voyez, les attentes concernant les informations sur la recyclabilité sont plus importantes. Elles le sont un petit peu moins côté acheteur de chocolat. Et concernant le matériau, on a des attentes plus marquées pour les acheteurs de crème de soins et les acheteurs de maquillage. Et enfin, alors côté Citeo et ADF, nous considérons que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans les idées reçues entre le fait que environnement et dites à Eric de prendre le téléphone. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui a laissé ouvert son micro. Merci de fermer votre micro. Donc, je disais qu'il y avait un acheteur sur 5 finalement qui ne souhaitait pas d'informations liées à l'environnement. Et donc, côté Citeo et ADEF, nous préférons voir le verre à moitié plein. Nous trouvons que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle qui est seulement un consommateur sur 5 qui ne veut pas entendre parler d'informations environnementales et qui ne veut pas d'informations environnementales. Alors la question, c'est que vous voyez, il y a des attentes. Et est-ce que ces attentes sont comblées? Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas, puisqu'il y a 2 consommateurs sur 10 qui ont remarqué des messages en faveur de l'environnement de la part des entreprises dans le secteur du luxe. Alors, ils ne les ont pas remarqués pour plusieurs raisons, hein, parce que peut-être qu'ils n'ont pas regardé, mais aussi parce que elles ne sont pas forcément présentes. Donc là, vous avez côté entreprise probablement des actions à faire au niveau des consommateurs puisqu'il y a des attentes en matière d'information. Alors côté éco-conception, quelles sont les attentes des consommateurs? Eh bien, on a posé cette question-là, qui est une question qu'on avait également posée de manière totalement identique dans le domaine de la grande consommation. Qu'est-ce qu'un emballage bon pour l'environnement? Et donc là, je souligne encore une fois que ce sont des réponses qui sont spontanées. Donc là, nous n'avons pas guidé les réponses des consommateurs. Et de même que pour la grande consommation, eh bien, la recyclabilité, ça reste l'atout environnemental numéro 1 pour les acheteurs de produits de luxe. Et là, nous sommes d'ailleurs dans des proportions qui sont vraiment similaires à la grande consommation. En second, c'est le fait d'avoir un emballage biodégradable. En troisième, on a des consommateurs qui souhaitent avoir peu d'emballage. Ils souhaitent également pouvoir réutiliser ces emballages et avoir des emballages intégrant des matériaux recyclés. Donc avec des nuances, hein, pour les parfums, la recyclabilité est un petit peu plus importante. Le fait d'avoir peu d'emballage est également plus important pour les acheteurs de crème de soins, où il y a d'ailleurs un petit peu plus de multi-emballage, et moins pour les consommateurs de spiritueux. Et côté réutilisation, il y a une demande plus importante de la part des acheteurs de maquillage. Alors, on a des différences également au niveau de l'intégration des matériaux recyclés, avec c'est un critère qui est moins important pour les consommateurs de spiritueux, mais plus important pour
les acheteurs de parfums. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à la grande consommation, à l'enquête grande consommation qui a été menée un an avant cette étude-là, eh bien, c'est qu'il y a une montée en puissance du troisième et du quatrième critère. On n'avait pas du tout ces pourcentages-là. Le peu d'emballage, on avait 13% des consommateurs qui plébiscitaient ce critère-là dans la grande consommation. De même que l'intégration des matériaux recyclés, où il n'était que 7%. Donc, vous voyez, on est vraiment sur à la fois une spécificité au niveau des emballages de produits de luxe, mais aussi à une montée en puissance d'un certain nombre de critères. Alors, de même que pour l'information, la question est de savoir si les attentes des consommateurs sont comblées. Et là, on est dans les mêmes proportions, puisque un consommateur sur 5 considère que les industriels ont intégré la dimension environnementale dans la conception de leurs emballages. Donc, ce sont les mêmes d'ailleurs qui se sont exprimés sur l'information. On avait regardé les résultats. Donc, pas vraiment pour le consommateur d'intégration de dimension environnementale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais dans tous les cas, cela veut dire que le consommateur ne s'en rend pas toujours compte non plus. Donc, nous avons continué à creuser ces questions autour de l'éco-conception, et là, nous avons été un petit peu plus directs au niveau des consommateurs. Nous leur avons demandé finalement de se prononcer sur des actions. Donc je rappelle que la question précédente, c'était de savoir quels étaient les critères d'un emballage qui était respectueux de l'environnement. Ici, on leur a demandé s'ils avaient en tête des actions qui pourraient être entreprises pour réduire l'impact environnemental des emballages. Alors pour juste une précision, nous avons pris beaucoup de précautions sur cette question-là parce que dans le cadre de la phase qualitative, nous avons vu qu'on avait des consommateurs qui avaient un petit peu de mal à s'exprimer. Donc, on leur a demandé d'essayer d'imaginer ce qui paraîtrait le plus pertinent. Et voici les réponses. Donc, on reste en fait finalement sur un critère de recyclabilité. Avec en second aussi le fait d'avoir peu d'emballage ou moins d'emballage, et on retrouve aussi le caractère réutilisable de l'emballage, sachant qu'on a un consommateur qui fait pas toujours la différence entre la réutilisation, le réemploi, la recharge. Donc, mais on a cette demande-là qui est importante. Alors, ce qu'on peut aussi tirer finalement de ce graphique-là comme un enseignement, c'est qu'on a un consommateur qui a beaucoup de mal à se prononcer sur des actions très concrètes. Donc on s'en doutait, parce qu'ici vous voyez que les réponses sont spontanées. Donc nous n'avons pas non plus guidé les réponses. On se doutait aussi qu'on allait avoir un petit peu ce type de réponse, puisque c'est à peu près la même chose que l'on a eu dans le cadre de la phase qualitative. Mais quand même, bon, on a quand même un consommateur qui est cohérent avec les critères qu'il a cités auparavant. Alors, il y a eu quelques suggestions, très peu, qui n'ont pas de valeur statistique, mais on a trouvé intéressant quand même de vous soumettre ces suggestions. Vous allez le voir. Alors, et avant de passer à ces suggestions-là, juste une petite précision, on retrouve aussi les crèmes de soins pour avoir une demande d'avoir moins d'emballage. Et pour le maquillage, c'est conforme aux résultats précédents finalement. On a une demande pour avoir des emballages qui soient réutilisables, plutôt des recharges, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, je vais vous parler des quelques initiatives qui ont été citées. Eh bien, encore une fois, ça n'a pas de valeur statistique. Vous voyez, 2%, 1%, c'est vraiment très peu. Mais toujours est-il, c'était quand même intéressant dans la mesure où nous avions un consommateur qui s'était exprimé sur le sujet, de vous faire partager ses suggestions. Donc, pour les crèmes de soins, on souhaiterait avoir un carton à base de matériaux recyclés et moins d'encre sur le pot. Pour les acheteurs de maquillage, donc ils souhaiteraient avoir davantage de transparence, donc moins de carton, donc peut-être voir davantage les étuis. Et puis pour les acheteurs de parfums, avoir un verre moins épais et un plus petit bouchon. Donc voilà les suggestions pour cet univers d'hygiène beauté. Concernant les acheteurs de chocolat, donc eux souhaiteraient avoir une boîte qui soit un petit peu moins grosse, avec un moins de vide, et puis enlever ce qui est séparateur à l'intérieur de la boîte. Et puis enfin, pour les acheteurs de spiritueux, eh bien on revient sur le côté ancrage et étiquette, donc avec une encre qui soit écolo, donc ça ce sont les termes consommateurs, donc respectueuse de l'environnement, et nous retrouvons comme pour les parfums, même si les consommateurs étaient différents, ceux qui ont
les parfums n'étaient pas les mêmes consommateurs interrogés dans les parfums ou dans les spiritueux. Donc eux aussi une demande pour un plus petit bouchon. Et enfin pour les acheteurs de vin et de champagne, c'est le fait d'avoir encore une encre moins nocive pour l'environnement. Donc on voit que c'est une préoccupation des consommateurs et d'avoir moins de texte, comme là pour les acheteurs de crème de soins. Donc vous voyez, très peu de suggestions concrètes et opérationnelles, des attentes très globales autour de la recyclabilité, de la réutilisation, de l'économie d'emballage. Alors, comme nous savions avec la phase qualitative que nous allions avoir très peu de réponses très concrètes, eh bien, avec les équipes éco-conception de Citeo et Adelph, nous avons réfléchi et donc nous avons quand même soumis pour avis aux consommateurs un certain nombre de propositions et donc que l'on va détailler ici catégorie par catégorie. Alors on commence avec les crèmes de soins. Eh bien, on a un plébiscite des consommateurs pour avoir des éco-recharges et en second pour aussi remplacer le film plastique par une petite pastille qui garantit l'inviolabilité du produit, sachant que les questions d'hygiène sont très très importantes dans cette catégorie. Je pense que je ne vous apprends rien. Donc voilà, une suggestion consommateur. Et puis on supprime aussi le petit sac de transport, même si quand même dans le cadre de cette étude, on a vu qu'il y avait un amour de la part des consommateurs pour ce fameux petit sac qui notamment avait, lorsqu'il avait une marque dessus, permettait aussi d'avoir une certaine fierté et de parfaire l'achat. Donc là, il y a quand même un consommateur sur 3 qui suggère de l'enlever. Pour les parfums maintenant, eh bien, nous sommes sur de la recharge. Donc, on a un souhait de la part des consommateurs d'avoir des flacons rechargeables. Nous retrouvons aussi, mais dans une moindre mesure, la petite pastille qui garantit l'inviolabilité à la place du film plastique. Donc, vous voyez, nous avons même un verbatim d'un consommateur qui dit que le plastique n'a pas vraiment d'importance. C'est plus pour dire que le produit n'a pas été ouvert. Donc, lui aussi l'avait suggéré, et ça, c'était dans le cadre de la phase qualitative. Donc, il y en a aussi qui suggèrent de supprimer le carton du flacon, mais on voit qu'ils sont quand même un petit peu moins convaincus. Pour les acheteurs de maquillage, donc sans surprise, parce qu'on l'a vu tout au long de cette présentation, eh bien, il y a un plébiscite pour avoir des mascaras ou des rouges à lèvres qui soient rechargeables. On retrouve notre pastille d'inviolabilité, avec aussi l'intégration de matières recyclées dans l'emballage et une suppression dans une moindre mesure du fameux petit sac de transport. Pour les chocolats, eh bien pour les chocolats, c'est l'intégration de matériaux recyclés. Bon, sachant aussi qu'il y a beaucoup de cartons dans cette catégorie de produits. Et puis en second, c'est le fait aussi d'avoir des chocolats qui soient vendus en vrac, sans forcément avoir la cartonnette à l'intérieur. Et puis une boîte cartonnée moins épaisse. Donc là, on est vraiment sur la réduction d'emballage et l'intégration de matériaux recyclés. Pour les vins et les champagnes, alors on avait testé l'idée, ensuite à voir dans la suite c'est cette faisabilité, mais en tout cas on a des consommateurs qui demandent à avoir des bouteilles consignées. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, que l'on avait trouvé dans la grande consommation et que l'on retrouve ici, c'est le fait de ne pas avoir d'emballage au-delà de la bouteille. Donc vous avez vu que c'était notamment lorsqu'on avait un achat pour soi, il y avait les consommateurs estimaient que l'étui n'était pas forcément nécessaire. Et puis la suppression du petit sac de transport. Et enfin, dans les spiritueux, eh bien, on a une demande pour avoir des bouteilles rechargeables. Ensuite, des bouteilles consignées et pour supprimer également le petit sac de transport. Et on retrouve aussi le fait de ne pas avoir d'emballage au-delà de la bouteille. Alors bien évidemment, ces résultats-là, vous les aurez vous les retrouverez dans le support de présentation, donc vous aurez tout loisir de vous pencher dessus. Et donc voilà pour les principaux résultats de cette étude. Donc en synthèse, on voit que le produit de luxe, c'est la qualité, le prix et la marque, et que c'est aussi une expérience d'achat un petit peu unique, un petit peu satisfaisante, dans laquelle on a un vendeur qui tient vraiment un rôle central, et pourquoi pas un rôle central en termes de conseils
et de messages d'éco-conception. L'emballage de luxe, c'est l'emballage esthétique, mais avec une dimension environnementale. Et cette dimension environnementale est de plus en plus importante pour les consommateurs. Là, je pense que ça ne nous apprend rien. On a vraiment une évolution des mentalités dans ce domaine-là. Ça devient également, ça peut devenir dans un futur proche un critère d'arbitrage sur le sujet des emballages. Donc les attentes des consommateurs, c'est plutôt d'avoir des emballages recyclables, biodégradables et d'avoir une réduction d'emballage, sans oublier la réutilisation. Et même s'ils ont un peu de mal à se prononcer sur des actions concrètes, ils plébiscitent quand même le réemploi et la recharge. Et enfin, ne pas oublier que pour les consommateurs, c'est avant tout aux entreprises, il y a des grosses attentes vis-à-vis des acteurs du luxe pour prendre des initiatives pour respecter l'environnement. Alors, tous ces enseignements-là aussi permettent d'éclairer les entreprises en matière d'éco-conception. Et donc, on en profite aussi pour vous donner un certain nombre de recommandations. Bien évidemment, les piliers de l'éco-conception, on les rappelle ici, c'est de réduire le poids des emballages, d'améliorer la recyclabilité et d'informer le consommateur, et notamment sur ce que vous avez fait, parce que vous voyez qu'on a un consommateur qui est assez peu informé dans le domaine. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tous les conseils en éco-conception que l'on donne ici, suivant les matériaux que vous employez. Vous voyez qu'il y a on vous conseille d'éviter par exemple la céramique, la porcelaine dans le verre et de privilégier des verres traditionnels plutôt blancs pour maximiser la transparence. Donc tous ces conseils-là, vous les avez pour le verre, vous les avez pour le papier carton. On pourra toujours en rediscuter. Et puis vous pouvez aussi vous adresser à vos interlocuteurs Citeo et Adelph habituels. Vous aurez tout le loisir de les lire à tête reposée parce que nous vous les communiquerons dans le support de la présentation. Donc, vous voyez, je parlais aussi des grands aplats. On a vraiment des conseils à vous donner dans ce domaine-là, y compris des conseils en termes d'ancrage. Il y a un certain nombre d'outils à disposition, que ce soit chez Citeo ou chez Adelph, des outils pour vous aider en termes d'éco-conception. Donc, on pourra en discuter aussi de manière plus détaillée avec vous. Et voilà les enseignements que l'on voulait partager avec vous. Alors, je vois que nous approchons qu'il nous reste à peu près 15 minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez sur le sujet. Alors, on a une question dans le chatter qui pourront un peu resynthétiser. Doit-on conclure que l'éco-conception est un prérequis implicite pour le client? Alors, notamment dans le domaine du luxe, c'est assez implicite, oui, en effet. Eux, ils attendent, ils estiment que, puis on a eu quelques verbatims, vu le prix qu'on paye, etc. Enfin, on estime quand même que les choses doivent être faites et que les marques doivent prendre leurs responsabilités. Donc, la réponse est plutôt oui. Alors, seconde question. Que pensez-vous pour les pots de crème de supprimer le film plastique et le carton afin de les remplacer par un manchon qui peut être retiré et permettrait aux pots d'être recyclés? Alors, ça c'est plus une question d'éco-conception. On vous conseille toujours de vous orienter vers du monorésine, en sachant que le manchon peut poser une double problématique. Si elle n'est pas retirée par le consommateur, ça peut inclure des problèmes au centre de tri, de détection. Et s'il est mal orienté, ça peut également perturber le recyclage. Donc si vous voulez partir sur du manchon, je vous conseille de vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié et d'utiliser notre outil de tri qu'on met à votre disposition. Question suivante. Pourquoi pensez-vous que le poids de la bouteille sur le vin n'est pas une piste plébiscitée? C'est pourtant de loin la plus simple et la plus impactante à mettre en place. Alors, on a vu dans alors tout à fait, c'est une piste. Et puis il y a déjà eu des allègements dans le domaine
des vins et champagne des bouteilles. Donc oui, c'est une piste. Après, à condition que les propriétés soient conservées. Mais en effet, c'est une piste à privilégier, donc à voir aussi avec les fabricants de bouteilles, sachant que vous avez vu que pour les consommateurs, en fait, le poids de la bouteille n'est pas forcément le critère majeur, notamment pour les vins et champagnes et pour les spiritueux également. Donc oui, oui, tout à fait. C'est l'allègement de la bouteille, c'est une piste à privilégier dans tous les cas. Et donc, même s'il y a des efforts qui ont déjà été faits. Hein. Donc après, comme je ne suis pas technicienne, mais à voir effectivement avec les fabricants de bouteilles. Tout à fait. Question suivante. Les dorures à chaud peuvent-elles être éco-responsables? Alors, pour ça, vous avez un guide sur l'éco-ancrage qui est à votre disposition sur le portail client. Et de manière générale, les dorures peuvent perturber le tri des emballages. Donc, il faut faire attention. Voilà, vous trouverez des réponses dans ce guide-là. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas ensuite à nous les poser par retour de mail sur ces aspects très techniques en termes d'éco-conception. Autre question, Catherine, dans votre étude, avez-vous eu des retours sur les emballages en tissu? Non, on n'a pas eu de retour sur ce sujet-là. Sachant que les propositions que vous avez vues en termes d'éco-conception, vous avez vu justement qu'on n'a pas du tout abordé la question dans les propositions des emballages en tissu, parce que c'est une fausse bonne idée d'un point de vue de l'impact environnemental des emballages. Donc, pour tout vous dire, c'est aussi pour cela qu'on n'a pas proposé cette solution-là aux acheteurs, notamment de vins champagne et spiritueux, par exemple. Mais dans tous les cas, dans la phase qualitative, on n'a pas eu forcément de retour. On a une perception concernant les emballages en soie, les rubans, mais pas vraiment au niveau des tissus. Autre question, au final, le consommateur semble avoir peu d'idées. N'est-il pas plus sensible à un greenwashing, plus d'infos sur l'emballage que des vrais impacts pour l'environnement, comme l'allègement des bouteilles qui est très important, mais qui n'est pas l'attente principale? Alors, c'est pas l'attente principale parce que le consommateur, c'est pas forcément l'attente principale parce qu'il ne pense pas forcément non plus à l'allègement des bouteilles. Vous avez vu qu'on a un consommateur qui est quand même pas très très expert, qui a du mal à s'exprimer de manière précise. Donc non, c'est pas du greenwashing parce que au contraire, vous pourriez vraiment vous faire sanctionner si les consommateurs découvraient que eh bien c'est juste de la communication parce qu'on a une préoccupation environnementale de plus en plus forte, mais avec aussi des attentes qui sont un petit peu plus précises quand même côté consommateur. Même si spontanément on ne s'exprime pas sur le sujet, on l'a vu aussi dans d'autres domaines, dans l'univers de la grande consommation, que finalement on ne peut pas trop raconter n'importe quoi aux consommateurs. Vous avez vu l'impact que peut faire une information divulguée dans des réseaux sociaux. Donc attention, non, ils ne veulent pas de greenwashing. Là, je pense que il y a de véritables attentes environnementales. Simplement, eux, ils ne savent pas trop comment concrètement exprimer ces attentes-là. Je pense que si vous leur dites que vous avez allégé la bouteille, eh bien, ils trouveront ça très bien parce que de toute façon, il y a une demande quand même pour avoir moins d'emballage. C'est simplement qu'ils n'y pensent pas forcément. On n'a pas des consommateurs qui sont très techniciens. Eux, ils voient finalement l'emballage, c'est ce qu'ils voient aussi, c'est-à-dire que le multi-emballage, ils voient qu'il y en a plusieurs. Donc là, ils vont s'exprimer sur le sujet. Le poids de la bouteille, il est vrai, ça vient pas toujours spontanément. Ou l'allègement vous avez vu par contre que c'est le cas pour des emballages de chocolat. Hein. On a quand même cette demande d'allègement. Donc voilà, on a des consommateurs qui ont des attentes, qui ne souhaitent pas avoir de greenwashing. Ça serait une erreur d'en faire, mais qui par ailleurs ne sont pas, sont pas très concrets dans leurs propositions, ce qui n'est pas très étonnant. C'est ce qu'on voit au fur et à mesure des études que l'on mène. Ce ne sont pas des experts. Il y a une petite partie de consommateurs très 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 experts, et ça va être
une personne sur 10 ou sur 20. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Écoute, on a une autre question. Est-ce une étude qui va être suivie dans le temps? Si oui, à quel rythme? Alors, c'est vrai que ce type d'étude, on se dit que ça serait vraiment intéressant de la reconduire. On ne sait pas encore quand est-ce que on va la reconduire. On va peut-être avant reconduire l'étude dans la grande consommation qui date d'il y a un petit peu plus longtemps. Mais clairement, lorsqu'on voit le ranking et l'importance des critères, on aimerait vraiment savoir comment ça va évoluer. Il y a une accélération en plus de la prise de conscience environnementale. Donc oui, ça, ce sont la réactualisation est à l'étude. Par contre, en termes de date, on est un petit peu plus, on va pouvoir probablement privilégier avant la reconduite de l'enquête dans la grande consommation. Mais évidemment que cette réactualisation est en fait dans les tiroirs. Alors, question suivante. Est-il possible de trouver des sachets plastiques compostables ayant les mêmes performances que les plastiques traditionnels? Alors, pour cette question-là, je vous invite grandement à aller vers nos webinaires qui décryptent un peu la nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui, si vous voulez, donne un cadre un petit peu à cette allégation compostable. Pour éviter le déchet sauvage, l'allégation, par exemple, biodégradable va être interdite. Et pour pouvoir dire que votre emballage est compostable, il faudra que ça soit du OK Compost Home, c'est-à-dire compostable à la maison. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de nos webinaires. Voilà, et bien entendu, si vous ne trouvez pas l'information dans les webinaires, n'hésitez pas aussi par retour de mail à nous poser les questions complémentaires sur ces emballages compostables, dans la mesure où il n'y a pas encore de filière industrielle non plus. Hein. Tellement on peut préciser, c'est que pour l'instant, un emballage compostable ne va pas trouver non plus de filière pour le traiter. Alors, question suivante. Ne pensez-vous pas que la pastille Adelph, qui est label que les entreprises apposent sur leurs bouteilles, s'ils cotisent, peuvent induire le consommateur en erreur, pensant que le signe signifie que tout l'emballage est recyclable? Alors, la pastille Adèle, vous voulez dire le point vert? Oui, tout à fait. Le point vert est sujet à confusion. Bon, il n'est plus obligatoire hein, à l'heure actuelle, mais on a vu au travers des différentes études que beaucoup de consommateurs, et là je pense que même dans nos familles proches, hein, on a plein d'exemples de personnes qui pensent que le point vert signifie que l'emballage est recyclable. Donc la réponse est oui, il y a une confusion. On a des consommateurs qui ne sont pas très avertis concernant les différents logos et symboles environnementaux. Et en complément, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire stipule également que tout marquage confusant pour le consommateur peut avoir un malus, si vous voulez. Le point vert n'est pas explicitement cité, mais on pense qu'il peut être concerné. Question suivante. Est-ce que les couleurs dorées et argentées, souvent métallisées, sont des perturbateurs de recyclage pour les étuis et les plastiques? Alors, effectivement, les couleurs dorées et argentées, tout ce qui est métallisé peut être perturbateur, notamment pour les plastiques, car ils vont perturber l'étape en centre de tri. Vous l'avez, il me semble, sur une slide qui était sur la présentation, sur les recommandations du guide Cotrep. Attends, je vais y aller. Je vais y aller. Attends, hop. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Attention à la présence de métal. Voilà, c'est celle-ci à laquelle tu faisais allusion. Juste avant. Ah, juste avant sur les plastiques. Voilà, dans les à éviter, vous voyez qu'il y a les colorants et traitements de surface effet métal qui peuvent, même en petite quantité, perturber le recyclage. J'espère que ça répond à votre question.
Alors, question suivante. Est-ce que les personnes interrogées ont remonté vouloir recycler leurs emballages de produits luxe, mais ne pas savoir comment faire? Est-ce que, pardon? Je te répète la question. Est-ce que les Oui. personnes interrogées ont remonté vouloir recycler leurs emballages de produits luxe, mais ne pas savoir comment faire? Non, pas en ces termes-là. On retrouve dans les consommateurs interrogés des trieurs, donc ils vont. La particularité peut-être des emballages de luxe, donc parce qu'ils vont effectuer le tri selon les consignes. Donc là, on a toujours, je veux dire, des acheteurs de luxe sont pas très différents des acheteurs aussi de produits de grande consommation. Donc on retrouve nos trieurs experts et nos trieurs un peu moins experts. Ce qui est plus commun, qui est plus courant dans le domaine du luxe, c'est qu'en fait, ils vont privilégier la réutilisation d'une partie de ces emballages-là pour un emploi différent ou pour un emploi. Ils vont réutiliser les sacs. Voilà. Mais au niveau des consignes de tri, on n'a pas noté qu'il y avait des différences au niveau du suivi. Mais plus de réutilisation des emballages. Ensuite, une autre question. Est-ce que l'impact carbone des emballages compte également pour le consommateur? Oui, alors en fait, là, je parle de manière générale, hein, tout ce qui est impact environnemental, ça intéresse forcément le consommateur. Après, euh, donc j'ai envie de vous dire tout ce qui est, mais là, je parle de manière générale et on sort un petit peu du contexte de l'étude, mais voilà, la conscience environnementale, ça concerne vraiment tous les impacts. Donc ça va être les émissions de carbone, ça va être la consommation d'eau, la consommation de matières premières. Donc ces critères-là intéressent forcément le consommateur. Après, peut-être à vous de hiérarchiser les informations que vous souhaitez lui faire passer sur vos emballages notamment. On a une demande de précision sur le point vert, donc vous préconisez de ne pas mettre le point vert si l'emballage n'est pas entièrement recyclable. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Si vous voulez, le point vert n'est plus obligatoire en France depuis 2016, de manière générale. Le point vert, vous ne l'apposez pas de toute manière si l'emballage est recyclable ou non. Vous l'apposez parce que vous participez, enfin vous contribuez à la fin de vie de vos emballages. Si vous ne vendez vos produits qu'en France, on vous fait juste remonter l'information que vous n'êtes pas obligé de la poser sur vos emballages. Est-ce que c'est plus clair? Bon. Question suivante qui redemande une précision. Pourquoi est-ce que le tissu est une fausse bonne idée? Alors ça, si vous voulez bien, je vous ferai une réponse plus détaillée par mail, parce que là, ce sont mes collègues d'éco-conception. En fait, c'est une question de filière aussi, probablement de filière de recyclage. Donc là-dessus, je préfère vous faire la réponse détaillée. On va prendre vos coordonnées et vous donner la réponse par retour de mail. Il sera plus précise, parce que je ne suis pas assez technicienne. Très bien. Parfait. N'hésitez pas à me la reposer par mail. Mais de toute façon, je l'ai noté. Hein. Donc une dernière question si on a le temps. Est-ce que vous savez si des études similaires ont été menées en Asie, aux US, les pays asiatiques étant des gros consommateurs pour les produits de luxe? Non, non. Je ne sais pas. On avait regardé les travaux qui étaient réalisés avant de démarrer cette étude, mais on a eu quelques éléments, mais vraiment très partiels, d'articles de presse, mais j'ai pas de résultats détaillés de ce type d'études pour l'Asie, parce que vous avez raison, les Asiatiques sont des très gros consommateurs, hein, y compris en France. Je crois qu'on a balayé toutes les questions.
En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent a posteriori. Vous allez recevoir rapidement eh bien, le lien à la fois vers le replay et puis vous recevrez aussi le support de cette présentation. Si des questions vous viennent à la suite, hein, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de chiffres. Donc, c'est toujours bien après une relecture à froid. Nous sommes à votre disposition côté Citeo et côté Adelph pour répondre à vos questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation.